Voilà. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. J'invite tous les participants à éventuellement se rapprocher. Il reste de la place pour cette première table ronde de la journée consacrée à l'OTAN et au cours de laquelle nous allons voir finalement de quoi l'OTAN est-il le véritable nom. Alors, comme chacun sait, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est une organisation internationale née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le traité de Washington en 1949 et qui se veut officiellement une alliance militaire défensive entre les États-Unis et le Canada d'une part et les pays européens de l'Ouest en vue de garantir leur sécurité collective. On s'inscrit alors dans le cadre de la guerre froide face à l'Union soviétique. Nos intervenants y reviendront bien entendu, mais depuis 1949, l'OTAN a beaucoup évolué. Déjà par le nombre d'États qui la composent, 12 en 1949, dont la France, qui quitta ensuite en 1966 le commandement intégré pour le réintégrer en 2009, 32 aujourd'hui. Elle a connu, comme l'Union européenne, des vagues d'adhésion successives, en s'étendant toujours plus à l'est de l'Europe, jusqu'à compter des pays issus de l'ancien bloc soviétique et violant ce faisant toutes les promesses de non-extension faites aux Russes après l'effondrement de l'URSS. Alors l'extension de l'OTAN, on va le voir, fait partie de sujets de friction très forts avec la Russie et a participé à réactiver depuis plusieurs années maintenant une logique de confrontation avec ce pays qui aurait dû prendre fin avec l'effondrement de l'URSS. On assiste au contraire à l'émergence de ce que nous pourrions appeler aujourd'hui une deuxième guerre froide, dont l'Ukraine constitue incontestablement le point le plus chaud et le plus dangereux pour la paix mondiale. Et on est là dans l'une des obsessions de la politique américaine, finalement, de séparer la Russie du reste du continent européen, et c'est un point essentiel pour comprendre la géopolitique mondiale et bien analyser le rôle néfaste de l'OTAN. Alors, concomitamment à son extension, l'OTAN a également changé de nature, s'apparentant de plus en plus à une alliance offensive, en tout cas une organisation politique, ce qu'elle n'a peut-être jamais cessé d'être, et a largement étendu son champ de réflexion stratégique, suivant là encore les intérêts de la politique étrangère américaine, se positionnant par exemple désormais officiellement face à la Chine dans le Pacifique, donc bien loin de son champ d'action originel. Ce changement de nature a été consacré par l'adoption d'un nouveau concept stratégique lors du sommet de Madrid en 2022. Alors de tout cela, mais aussi des rapports spécifiques de la France à l'OTAN, nous allons parler avec nos trois intervenants que je vous présente tout de suite. Tout d'abord Jacques Cheminade, ancien haut fonctionnaire, président fondateur du mouvement Solidarité et Progrès, 3 fois candidat à l'élection présidentielle. Merci Monsieur Cheminade de nous faire l'honneur de votre présence. Nicolas Mirkovic, à ma droite, auteur essayiste, président de l'association Ouest-Est, qui a pour but, comme son nom le laisse deviner, d'œuvrer au rapprochement des peuples européens de l'Est et de l'Ouest. Il y a fort à faire ces temps-ci. Et votre dernier livre, L'Amérique Empire, aux éditions Temporis. Merci, Monsieur Nicolas Mirkovic. Et à ma gauche, Monsieur Brice Amar, député suppléant de l'Oise, vice-président de l'association Impulsion Gaulliste et juriste en droit international. Merci, messieurs. Je vais tout de suite céder la parole à Jacques Cheminade, qui va revenir sur le dernier virage pris par l'OTAN, notamment au cours du fameux sommet de Madrid de 2022 que j'évoquais en introduction. Monsieur Cheminade, c'est à vous. Bonjour à tous. Je remercie d'abord Florian Philippot d'avoir organisé ces assises et surtout d'avoir organisé dans les rues de Paris et ailleurs des manifestations contre l'OTAN. Car quand notre souveraineté nationale est bafouée, il ne faut pas mâcher ses mots. Ne pas agir devient commettre un crime contre l'histoire de notre pays. Il s'agit de la France face à l'OTAN. Nous avons été ramenés au sein de son commandement intégré le 7 novembre 2009, non par une décision annoncée en France, mais devant le Congrès américain par Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, compte tenu de ce qui est devenu l'OTAN, sortir à nouveau de son commandement intégré, ça ne suffit plus. Il faut que nous exigions sa dissolution, car elle n'a plus sa raison d'être, ou plutôt, sa raison d'être est d'abolir les États-nations. Comme nos partenaires refuseront,
nous devons faire ce que le général de Gaulle fit vis-à-vis de la communauté économique européenne, pratiquer la politique de la chaise vide. Surtout dans ces conditions, réarticuler notre politique internationale en la coordonnant avec les pays qui défendent leur propre souveraineté, ceux du Sud global et des BRICS, sans angélisme, sans aventurisme, mais avec la détermination du discours de Phnom Penh en 1966 et celui de Philippe Séguin du 5 mai 1992 devant l'Assemblée nationale. Le traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949 était un traité de défense limité aux États-Unis et à l'Europe occidentale. Pendant la guerre froide, non, sans arrière-pensée. Il y avait beaucoup d'arrière-pensée, bien entendu. Ce traité a revêtu un caractère défensif au sein de l'équilibre de la terreur. Mais à partir de 1991, les bombes otaniennes ont commencé à pleuvoir de plus en plus fréquemment et de plus en plus nombreuses, tant en Europe qu'hors d'Europe. Le jeudi 18 février 2021, dans une étude rédigée à la demande de son secrétaire général Jens Stoltenberg, le projet de l'OTAN 2030 a été mis sur la table. Son orientation a été confirmée lors du sommet de Madrid des 28, 29 et 30 juin 2022. Il ne s'agit pas d'une révolution, mais de l'aboutissement d'un long dévoiement consacré par la guerre en Ukraine et l'extension de la tutelle otanienne jusqu'aux eaux du Pacifique. Stoltenberg a déclaré crûment, le 16 juin 2022, « Nous allons également décider d'un nouveau concept stratégique pour l'OTAN, en arrêtant notre position sur la Russie, sur les nouveaux défis et pour la première fois sur la Chine. Global NATO, comme ils disent, l'OTAN à l'échelle du monde, c'est l'illusion impériale assumée. Deux faits significatifs. Le premier, lorsque deux installations radar russes d'alerte stratégique précoce sur les 10 que possède la Russie ont été frappées par les Ukrainiens à Armavir et à Orsk en juin. C'est un système de protection russe contre des missiles intercontinentaux, par-delà le champ de la guerre en Ukraine, par-delà le champ de la guerre en Ukraine même. Ainsi, nécessairement parrainés et guidés par des experts de l'OTAN, des militaires d'un pays frontière de la Russie ont montré qu'ils étaient prêts à aveugler la défense intercontinentale d'un adversaire disposant de toute la panoplie de l'armement nucléaire. Je souligne que en juin 2020, le président russe, Vladimir Poutine, a signé un décret intitulé « Principes fondamentaux de la politique de l'État de la Fédération de Russie sur la dissuasion nucléaire ». Il stipule que le recours au nucléaire serait justifié, je cite, « par l'attaque de l'adversaire contre les sites gouvernementaux ou militaires critiques de la Fédération de Russie, dont la perturbation saperait les actions de rétorsion des forces nucléaires ». Il faut se féliciter de la retenue manifestée maintenant par les militaires russes et sans doute aussi américains, alors que l'on joue avec le feu. En se disant cependant qu'aujourd'hui, c'est bien pire. Joe Biden et Anthony Blinken ayant laissé entendre que les États-Unis vont désormais passer à une doctrine de menace éventuelle de première frappe. Vladimir Poutine et Serge Lavrov en ont conclu que la Russie devrait adapter sa propre doctrine. C'est une situation aussi dangereuse que lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, sauf que cette fois, ce sont les intérêts vitaux de la Russie et non des États-Unis qui sont menacés et que nous autres, Européens, sommes aux premières loges. Le second fait significatif est la décision récente annoncée par le chancelier allemand, suivant laquelle les États-Unis ont décidé de déployer sur son territoire en 2026 des missiles de longue portée susceptibles de frapper en profondeur le territoire russe, sans débat public en Allemagne, sans débat au Parlement ou ailleurs, et sans que leurs alliés européens, dont nous, aient été apparemment consultés, contrairement aux consultations qui avaient été effectivement réalisées pendant la guerre froide, au moment du déploiement des Pershing contre les SS-20 soviétiques. Les dirigeants russes voient dans cela un casus belli. Il faut bien considérer le contexte. Tous les traités d'apaisement des tensions signés pendant la guerre froide ont volé en éclats.
du fait du gouvernement américain, sauf le START, traité de contrôle et de limitation des armements, dont l'échéance est simplement reportée au 5 février 2026, précisément la date où les États-Unis prévoient de déployer leurs missiles de longue portée en Allemagne. Dès aujourd'hui, les Pays-Bas autorisent déjà les frappes ukrainiennes loin dans le territoire russe. Bientôt ce sera le cas de nos Scalp, des Storm Shadow britanniques, puis les missiles GA-SSM qui ont une portée de 1500 km. L'engrenage est devant vos yeux. Cette logique offensive de l'OTAN repose sur le paradigme d'une double menace européenne, une double menace extérieure que subirait l'Europe. La première a visé à créer un ennemi russe en le provoquant, comme dans le Donbass après 2014. En échange de la protection américaine contre cette supposée menace russe qui pèserait sur l'Europe, on impose aux Européens une division autodestructrice de notre continent et on les embrigade dans une mobilisation contre une Chine décrite comme l'ennemi ultime. La deuxième menace de l'OTAN consiste à imposer l'ordre anglo-américain en prétextant l'efficacité et l'urgence de la décision. On contourne ainsi la règle interne du consensus. Ce sont les opérations annexes de coalitions de volontaires du type Rammstein, réunissant tous les fournisseurs d'armes à l'Ukraine, et surtout la délégation d'autorité au chasseur, le commandant des forces alliées en Europe, sous contrôle américain, commandant des forces alliées en Europe, sous contrôle américain, en la personne de Christopher Cavoli. Comme l'affirment nos amis responsables du cercle de réflexion interarmée, la menace russe est patiemment entretenue par un narratif inculqué à des militaires choyés et des médias complaisants, en vue de mettre au pas les alliés européens vis-à-vis de Washington. Le comble est atteint avec la proposition fortement suggérée de bouclier spatial allemand à 3 couches. La première allemande, la seconde américaine et la troisième, dans la haute atmosphère, israélienne. Ce serait enterrer pour toujours l'indépendance de notre force de frappe, dont Emmanuel Macron propose d'étendre la garantie à nos alliés, tout en acceptant en même temps le bouclier allemand. C'est le double enterrement. Il faut stopper le train fou avant qu'il ne soit trop tard, d'autant plus qu'on a l'expérience de la façon dont l'OTAN a procédé étape par étape pour faire peu à peu bouillir l'eau dans laquelle a sauté la grenouille française. Trahison de la promesse faite à Gorbatchev de ne pas étendre l'OTAN au-delà des frontières de l'Allemagne réunifiée. C'est Paul Wolfowitz, sous la direction de Dick Cheney, déclarant au général Clark en 1991 « Nous avons 5 à 10 ans, je cite, nous avons 5 à 10 ans pour nettoyer tous les régimes dévoués à l'ex-Union soviétique avant qu'une nouvelle superpuissance n'émerge pour nous défier. » Le 7 novembre, toujours de 1991, apparaît un nouveau concept stratégique et le texte n'est plus rédigé par des militaires, mais il est rédigé par des politiques. Suivent directement ou par procuration le démembrement de l'ex-Yougoslavie, les 2 guerres du Golfe, l'occupation de l'Afghanistan, l'élimination de Kadhafi, la complaisance, et je suis poli, envers Daesh en Syrie, le soutien à une Ukraine sous influence bandériste et la fourniture d'armes, de bombes et d'aides financières au gouvernement Netanyahou pour mener sa guerre de génocide à Gaza. L'OTAN est sortie de son rôle, de l'esprit et la lettre du traité de l'Alliance de 1949, notamment du cadre de son préambule et des articles 1 et 5. Elle est sortie de la légalité internationale en s'affranchissant du feu vert de l'ONU. Prétendre changer l'Alliance de l'intérieur est donc une vue de l'esprit. Il faut ajouter que l'article 42 du traité sur l'Union européenne, par sa clause de défense mutuelle, lie de fait, sinon de droit, l'Union européenne à l'OTAN. Pire encore, par la déclaration commune du 10 juillet 2018, le président du Conseil européen, le président de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN sont convenus, je cite, de renforcer la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN, sa qualité, son étendue et son intensité. Les signataires encouragent la participation la plus large possible des États membres de l'Union européenne, qui ne font pas partie de l'Alliance, aux initiatives de celle-ci. Il est donc clair que la procédure d'intégration accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne est pour la Russie
de même nature que le serait son intégration à l'OTAN. La coalition internationale pour la paix, organisée par l'Institut Schiller International, à laquelle je participe, a rassemblé les témoignages de Jack Matlock, l'ambassadeur américain à Moscou de 1987 à 1991, qui a totalement confirmé les promesses faites aux autorités russes de ne pas étendre l'OTAN à l'Est. De Theodor Postol, l'expert incontesté de la guerre nucléaire, et de Lawrence Wilkerson de la Fondation Eisenhower, et qui fut le proche collaborateur, et qui le critique amèrement depuis, de Colin Powell, qui ont tous corroboré ce que je viens de vous dire. Les anciens du renseignement américain, maintenant dissidents, ont organisé les Veteran Intelligence Professionals for Sanity, pour une santé minimum politique, pour constituer un front de résistance contre les politiques de l'OTAN et la folie d'élites politiques qu'ils craignent bien plus que les militaires. Theodor Postol les qualifie de totalement ignorantes de ce qu'impliquerait une guerre nucléaire, vue par elle comme une sorte de scénario de jeu vidéo. Wilkerson a conclu, en citant pour l'état d'esprit des cercles de l'OTAN Marc-Antoine dans le Jules César de Shakespeare, lorsqu'il dit « Carnage, pas de quartier, et lâchez les chiens de guerre ». Ne mâchons donc pas les mots. Il faut sortir d'une culture de la guerre qui nous condamne au piège de Thucydide avec des mâchoires aujourd'hui nucléaires et se battre pour la paix en associant notre souveraineté nationale aux pays qui se battent pour elle, ceux du Sud global. La réunion des BRICS, qui se tiendra les 22 et 24 octobre à Kazan, en Russie, est une date devenue bien plus importante que celle de l'élection américaine. Notre pays doit tenir son rang vis-à-vis de son peuple et de l'humanité en s'inscrivant à nouveau dans une politique d'entente, de détente et de coopération. Cela signifie une nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel en Europe et dans le monde. Dès 1995, j'ai appelé pour ma part à une Eurasie du XXIe siècle, de l'Atlantique à l'Oural et de l'Atlantique à la mer de Chine. La paix est ainsi nécessaire à l'avenir du monde, hors de la logique des blocs et de la géopolitique, où les gagnants dans la géopolitique cherchent à rafler toute la mise. La paix ne peut être assurée qu'à un niveau supérieur de relations entre les peuples, ce qu'un Jean Baudin appelait l'harmonie des dissonances, en quoi il voyait l'art de gouverner. L'oligarchie qui dirige l'OTAN, elle, au contraire, divise pour régner et donc porte en elle la guerre. Idéalisme? Oui, idéalisme, nécessaire, pourvu qu'il soit réaliste. Le monde bascule vers les BRICS, l'Organisation de la coopération de Shanghai et l'Union économique eurasiatique. 80% de l'humanité en peuplement et plus de 50% en produit intérieur brut, corrigé des parités de pouvoir d'achat. C'est la nécessaire souveraineté de Coralie Delhomme, nécessairement associée à celle des autres. C'est cette souveraineté qui prend forme aujourd'hui. Et la conviction qu'une force faible, même si nous sommes apparemment en France une force faible, qui défend le droit au développement et la vérité et la justice, doit l'emporter sur ce qui apparaît dans l'immédiat plus pratique et mieux vu. Pour survivre à sa crise, l'oligarchie a toujours eu besoin de faire la guerre. Mais cette fois, c'est l'anéantissement de l'humanité, évoqué par Charles de Gaulle, qui est au bout du chemin. C'est pourquoi il faut non seulement dissoudre l'OTAN, mais bâtir un ordre gagnant-gagnant, une nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel. Le traité de Westphalie est un exemple historique qui peut nous ouvrir la voie et qui doit nous ouvrir la voie. La France n'aura de sens que si elle redevient un peuple à destin, un peuple souverain, libéré d'une féodalité financière destructrice et de sa culture de la guerre. Aujourd'hui, nous sommes occupés par cette féodalité. L'OTAN et l'Union européenne en sont les instruments. Je ne peux m'empêcher de vous dire, pour conclure, vive notre nouvelle libération, vive la France libre. Voilà. Merci beaucoup Jacques Cheminade pour cette intervention très riche et passionnante. Je vais à présent céder la parole à Nicolas Mirkovic qui va nous exposer et nous décrypter la manière dont l'OTAN fonctionne et s'y prend pour, j'allais dire,
fabriquer des ennemis et mener finalement une œuvre politique. Bonjour à tous. L'OTAN est en réalité une armée supplétive de l'armée américaine. Et on ne peut pas comprendre le rôle de l'OTAN si on ne comprend pas le projet impérial américain et si on ne comprend pas que le mondialisme, c'est le cache-sexe de l'empire américain. Les États-Unis ont été conçus comme un empire. Le premier président, George Washington, parlait d'un infant empire, un empire naissant. Le deuxième président américain, John Adams, disait que les États-Unis étaient une république pure, fédérative et civique, qui régnerait pour toujours, qui dominerait le monde et qui régnerait pour toujours et introduirait la notion de perfection de l'homme. C'est tout un programme pour un État qui est né au XVIIIe siècle. Les États-Unis se sont développés à travers le monde, à travers des guerres, à travers la conquête, et ils ont une intelligence dans leur colonialisme, ou une intelligence, on va dire, machiavélique, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'il valait mieux coloniser les élites que de coloniser les pays. C'est beaucoup moins cher pour le contribuable américain, même si ça coûte beaucoup et c'est beaucoup plus efficace. L'OTAN, donc du coup qui agit pour les États-Unis, est en vérité la Légion étrangère américaine. Elle va faire le travail que les Américains commandent de faire. Et il y a une méthodologie qui a été mise en place, qu'on peut voir à travers le temps, mais qui est particulièrement évidente, parce qu'il s'en cache de moins en moins, depuis la chute du communisme. Cette méthodologie est basée sur 5 M. C'est la méthodologie des 5 M. Le premier M, c'est le monstre. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que les États-Unis utilisent l'OTAN pour faire des guerres, ou pourquoi est-ce qu'ils font les guerres directement? Parce qu'ils sont intéressés par un territoire. Comme tous les empires, soit ils veulent les ressources naturelles de ce territoire, soit ils veulent vendre leurs produits et services sur ce territoire. Et donc les États-Unis vont mener cette alliance, ils vont coloniser les élites, et puis tout d'un coup il va y avoir un problème. Un État va refuser soit l'accès au territoire pour les ressources, soit l'accès pour les services et les produits. Donc, que vont faire les Américains? Ils vont commencer à transformer le responsable politique de ce pays en monstre. C'est le premier M. Peu importe si cette personne était avant un grand allié des États-Unis. Saddam Hussein était un grand allié des États-Unis quand dans les années 80, il fallait attaquer l'Iran. Tout l'Occident a soutenu Saddam Hussein contre l'Iran. Ça ne posait pas de problème. Et quelques années plus tard, Saddam Hussein était intéressé de récupérer un territoire qui était historiquement irakien, qui est le Koweït. Il a commencé à poser des problèmes parce qu'il allait être trop important comme un joueur dans les hydrocarbures. Kadhafi a eu des hauts débats avec les États-Unis, mais à partir de 2004, Washington et Tripoli ont rétabli leurs relations diplomatiques. En 2006, vous aviez les États-Unis qui retiraient la Libye de la liste des pays terroristes. En 2008, Condoleezza Rice discutait avec Kadhafi. En 2009, Barack Obama, le prix Nobel de la paix, serrait la main de Kadhafi. Et quelques années plus tard, 2011, parce que Kadhafi a pris des choix que lui estimait bons pour son pays, qui contredisait ou qui n'était pas aligné avec la politique américaine, il s'est pris une attaque de l'OTAN. Slobodan Milosevic, qui était un allié de l'Ouest et de l'Est, qui avait un rôle un peu particulier, enfin une position particulière au sein des Balkans, n'était pas en odeur de disgrâce avec l'Europe, avec les États-Unis. Mais tout d'un coup, il a commencé à vouloir garder son indépendance. Il n'a pas voulu rejoindre ni l'Union européenne, enfin à l'époque, il ne voulait pas rejoindre ni l'Union européenne ni l'OTAN, il voulait que la Yougoslavie reste un pays souverain. Et tout d'un coup, vous avez évidemment l'insulte suprême, vous aviez Newsweek qui disait que Slobodan Milosevic incarnait le mal. C'était le nouveau visage du mal. Puis tout d'un coup, le New York Times disait que Slobodan Milosevic, c'est Adolf Hitler, mais de ligue inférieure. Après, vous aviez carrément CNN qui disait que Slobodan Milosevic était le nouvel Hitler. Et pour ceux qui n'auraient pas compris le message, Bernard Kouchner et son association caritative, normalement humanitaire, Médecins du Monde, affichaient dans les rues de Paris des 4x3 avec la photo de Milosevic et la photo d'Hitler au cas où le message ne serait pas passé. Milosevic est un président militant socialiste, antifasciste. Mais dire qu'il était Hitler, c'est une façon d'écourter le débat, écourter la discussion, parce qu'évidemment, il devenait tout d'un coup infréquentable. Ça, c'est le premier M. C'est comment on disqualifie un partenaire pour qu'on le contraigne à s'aligner. Parce que, évidemment, à partir du moment où quelqu'un incarne le mal, eh bien, le reste de la planète a du mal à travailler avec cette personne. Mais ça ne suffit pas. Derrière le M, il y a des manifestations. On va dire le deuxième M est plutôt un M&M. C'est les manifestations et les milices. Une fois que vous avez qualifié le responsable politique d'un pays de monstre, vous allez essayer de le renverser par sa propre population.
Alors, je le détaille dans mon livre L'Amérique Empire, mais il y a tout un tas d'instruments, d'outils que les États-Unis ont mis en place avec des fondations qui subventionnent, qui forment des militants à l'idéologie atlantiste, à l'idéologie mondialiste. Et ces personnes-là sont formées pour aller dans la rue pour faire chuter leurs propres responsables politiques. On appelle ça les révolutions de couleur. On a vu ça en Géorgie, on a vu ça 2 fois en Ukraine, on a vu ça en Yougoslavie. Cette méthodologie, évidemment, nous, dans nos médias, on parle de révolution pour la paix, que c'est pour la démocratie, que c'est pour les droits de l'homme. C'est pas du tout vrai. Ce sont des manifestations qui servent à mettre en place dans les pouvoirs dans ces différents pays un gouvernement qui est aligné sur la politique atlantiste. Parfois ça marche, en ex-Yougoslavie, Milosevic est tombé, en Géorgie, la révolution des roses est passée, et puis parfois ça ne tombe pas. Et donc les États-Unis mettent en place, avec leurs alliés de l'OTAN, ils s'appuient toujours sur des milices. Alors ça c'est intéressant parce que les États-Unis ne cherchent pas forcément à mettre en place un régime, un gouvernement aligné sur la politique américaine, enfin aligné sur la façon de vivre américaine, la façon de voir la société. Ils veulent un gouvernement aligné, qui soit athée, qui soit religieux, qui soit communiste, qui soit anticommuniste, ils s'en fichent. Ils veulent un régime qui ouvre ses marchés. C'est comme ça que ça suffit, mais ils s'appuient toujours sur des milices. Pour faire tomber le régime socialiste et l'URSS en Afghanistan, ils se sont appuyés sur des moudjahidines du peuple. Pour faire tomber Slobodan Milosevic, ils se sont appuyés sur des mouvements néo-nazis croates. Ils se sont aussi appuyés sur des djihadistes en Bosnie-Herzégovine. Il y avait un islam qui était hanafite, qui était intégré dans la région balkanique, qui est devenu wahhabite radical avec l'aide des États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis en Libye se sont appuyés également sur des djihadistes. En Irak, Daesh a aussi servi les intérêts des États-Unis. Et ce n'est pas forcément Complotisme Magazine qui vous le dit, c'est Michael Flynn, qui est le patron de la DIA. La DIA, c'est la CIA par l'armée américaine qui tire la sonnette d'alarme en disant « Attention, nous sommes en train d'aider l'État islamique ». Et d'ailleurs, Hamid Karzai, qui est un président mis en place par les Américains en Afghanistan, dit que Daesh sert les intérêts des États-Unis. Donc les États-Unis n'hésitent pas à s'appuyer sur ces milices violentes. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas renverser un gouvernement avec des sociodémocrates, avec des jeunesses chrétiens-démocrates, avec des pancartes et des ballons et des drapeaux dans les rues. Si vous voulez renverser un gouvernement, vous devez avoir des jeunes hommes galvanisés par une idéologie, par une religion, qui sont prêts à tout donner pour renverser le gouvernement. Et une fois qu'ils auront servi de chair à canon, pour renverser le gouvernement, eh bien, on les envoie dans d'autres guerres, on donne des postes à quelques responsables, et c'est toujours un gouvernement aligné sur l'atlantisme qui prend le pouvoir. Le troisième M est extrêmement important, et on le lit à travers les 2 premiers, ce sont les mensonges. Les mensonges et les manipulations médiatiques qui accompagnent toujours cette politique de renversement de gouvernement. Les États-Unis ont toujours menti. Benjamin Franklin faisait croire dans un papier qu'il faisait circuler que les Indiens donnaient les scalps des Américains au gouverneur britannique du Canada. Les Américains nous ont fait croire que c'était les Espagnols qui avaient coulé le Maine en 1983 à Cuba. Ils nous ont fait croire que dans le Lusitania en 1915, il n'y avait pas d'armement et que c'était un bateau où il n'y avait que des civils à bord. Ils nous ont fait croire en 1964 que dans la baie du Tonkin, les Nord-Vietnamiens avaient attaqué des bateaux américains. Tout ça est faux. C'est prouvé, on le sait aujourd'hui, c'est faux. N'importe quel historien vous le dira, tout ça c'était faux. Mais chaque fois, à chaque époque qu'ils ont invoqué ces mensonges, ils ont réussi à convaincre la population qu'il fallait intervenir à Cuba, qu'il fallait intervenir au Vietnam. C'est leur méthodologie. Alors on peut en parler aujourd'hui. En ex-Yougoslavie, Slobodan Milosevic, qui avait déjà été qualifié d'Hitler, alors lui, on pouvait lui imputer tout ce qu'on voulait. Évidemment, il commettait des génocides, il tuait des personnes, et à longueur de journée dans les médias, ils n'ont cessé de dire ça. C'est faux. Il n'y a jamais eu de génocide dans les Balkans. Il n'y en a pas, Milosevic n'a pas fait cela. On parle également, les Américains devaient débarrasser l'Afghanistan de l'islamisme. Ils ne l'ont jamais fait. Souvenez-vous de Naira El-Saba, qui pleure devant les caméras du monde entier en 1991 en disant que c'est horrible. L'armée irakienne a débarqué dans des hôpitaux, dans des maternités, au Koweït, a sorti les bébés des couveuses, et les médias se sont emballés par la suite, ils ont dit que les soldats les piétinaient les enfants. C'était horrible, aucun être humain ne peut écouter ça et de se dire on va rester insensible. Sauf que Naira El-Saba, qui est-ce? C'est la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas chercher un acteur de seconde zone, ils ne vont même pas chercher un faux réfugié qui prendrait l'argent et qui disparaîtrait dans la nature. Ils ont pris la fille
du Qatar, de l'ambassadeur du Qatar, pour mentir, parce qu'évidemment, c'était faux. Et pour terminer sur les mensonges, il y en a encore plein d'autres. Vous vous souvenez tous de Colin Powell, secrétaire d'État américain à l'Assemblée générale de l'ONU, qui agite une petite fiole disant que les Irakiens disposaient d'armes de destruction massive, que nous n'avons toujours pas trouvé aujourd'hui. Les États-Unis se sont servis d'armes de destruction massive à Nagasaki, Hiroshima, d'ailleurs dans le monde, mais pas les Irakiens. Et pourtant, c'est ce qui a permis de conditionner l'esprit des personnes. Vous savez, on a quelques minutes de cerveau de temps disponibles pour acheter des boissons gazeuses, pour acheter des barres céréaliennes et pour comprendre ce qui se passe en géopolitique. C'est la même méthodologie. Ils mentent, on croit, ils bombardent. C'est exactement ce que font les États-Unis. Donc, ils s'appuient sur ces mensonges et des manipulations. Ils ont inventé donc, ces génocides au Kosovo, l'opération Fer à cheval, par laquelle les Serbes seraient en train de vider le Kosovo de tous ces Albanais. Tout cela, ce sont des mensonges qui sont avérés aujourd'hui. Le quatrième M des États-Unis, c'est évidemment la guerre. Une fois que vous avez cette milice sur place, qu'est-ce qui reste aux États-Unis s'ils n'ont pas réussi à faire plier le gouvernement? Eh bien, ils font la guerre de manière légale ou illégale. En 91, ils ont bombardé l'Irak avec le soutien de l'ONU. En Libye, c'est pareil, en 2011. Mais la Serbie a été bombardée illégalement en 1999, sans aucune validation du Conseil de sécurité de l'ONU, en complète infraction avec la Convention de Genève, avec la charte même de l'OTAN, avec l'acte final des accords d'Helsinki. C'était illégal. En 2003, le bombardement de l'Irak par les États-Unis et des pays membres de l'OTAN était complètement illégal. L'OTAN a participé à ces guerres sous différentes manières, officiellement en Yougoslavie en 1999 et certains membres en 2003. Les États-Unis font ces guerres et personne ne dit rien. Les États-Unis disposent de plus de 700 bases militaires dans le monde. Ce n'est pas pour la liberté d'expression, la démocratie. Ils ont ces bases pour conquérir, pour asseoir leur pouvoir. Les guerres des États-Unis auxquelles l'OTAN a participé, et malheureusement nous aussi, sont à l'origine depuis le 11 septembre 2001 de 4,5 millions de morts. 900 000 directs. Sur ces 900 000, vous avez 600 000 soldats, 300 000 civils, dont personne ne parle. Et ces chiffres proviennent de l'Institut Watson, de l'Université de Brown aux États-Unis. Ce sont des chiffres qui sont connus, qui ne sont jamais débattus sur aucun média dominant, rarement malheureusement dans les universités françaises. Et il faut reconnaître qu'aux États-Unis, au niveau de la liberté d'expression sur ce type de sujet et sur leur campus, ils peuvent avoir des débats sur ce type de sujet. 4,5 millions de morts, les États-Unis et l'OTAN dans le monde depuis 2001. Et je vais terminer sur le dernier M. Pourquoi est-ce qu'un empire mène une guerre? Pour avoir accès aux richesses du pays ou pour pouvoir vendre ses produits. C'est la même chose depuis le début, depuis l'histoire de l'humanité. Le cinquième M, c'est la mainmise des multinationales. Qui va reconstruire l'Afghanistan? Qui va reconstruire le Kosovo? Qui va reconstruire la Libye? Des entreprises qui systématiquement viennent des États-Unis ou de certains pays membres de l'OTAN. KBR, Halliburton, Bechtel. Et la France, malheureusement, nous, on participe à ces guerres, on a des broutilles. C'est-à-dire qu'on n'est même pas remboursé par les frais qu'on dépense pour faire ces guerres, parce que c'est toujours les Américains, les Allemands et un petit peu les Turcs dans les Balkans qui en récupèrent les gros marchés. Les Français, ils récupèrent les clopinettes et ils s'estiment heureux d'avoir participé à l'action. Ça, c'est la récompense des Français. Cette mainmise des multinationales est quelque chose, était évidemment un acte de domination, parce que dans chacun de ces pays, l'économie locale est détruite par la guerre, elle est détruite par les sanctions. Je vous rappelle que les sanctions américaines en Irak, à un moment, on demande à Madeleine Albright, qui était à l'époque ambassadrice des États-Unis à l'ONU, la journaliste américaine lui dit « Il y a eu 500 000 enfants morts à cause de nos sanctions en Irak, est-ce que ça valait la peine ?» 500 000. J'insiste sur les chiffres, parce que parfois les gens disent « Il a peut-être sa langue à fourcher ». Non, c'est bien 500 000. Est-ce que ça valait la peine? Madeleine Albright regarde la journaliste et dit « Oui, ça valait la peine. Tuer 500 000 enfants pour qu'aujourd'hui l'Irak soit un tas de ruines sur lequel a prospéré l'État islamique. » Voilà ce que donnent les guerres américaines. Ce sont des guerres qui sont faites pour servir les intérêts des États-Unis, l'OTAN et donc la Légion étrangère des Américains. Il est temps d'en sortir. Je vous remercie.
Merci beaucoup Nicolas Mirkovic, savante démonstration très intéressante. Je cède la parole à Brice Amar qui va revenir sur les rapports plus spécifiques de la France à l'OTAN. Bonjour à tous, je voulais d'abord remercier toute l'équipe des Assises de la Souveraineté pour l'organisation et aussi de nous avoir invités. En tant que dirigeant d'un think tank gaulliste, il est pour moi essentiel de revenir sur la vision stratégique du général de Gaulle concernant l'OTAN. On a un petit stand ici, si jamais vous voulez venir nous voir, on en parlera entre quatre yeux. Mais pour revenir au général de Gaulle, donc, son intention de quitter le commandement intégré de l'Alliance est basée en fait sur la volonté de garder la souveraineté de la France, qu'elle soit préservée à tout prix. En 1966, quand il sort du commandement intégré, il affirme que la France doit retrouver la maîtrise totale de son sol, de son ciel et de ses mers, afin que plus aucun élément étranger présent en France ne soit sous une autre autorité que celle de l'État français. Donc il voyait en réalité l'OTAN comme un instrument de subordination aux intérêts des États-Unis. Il souhaitait aussi éviter que la France soit happée dans un conflit comme la guerre du Vietnam, où les intérêts américains domineraient. Donc pourtant, en 2009, Sarkozy rompt avec cette tradition gaulliste, réintégrant donc le commandement intégré. Il avance ici deux arguments, que l'Europe sera un pilier fort de l'OTAN et qu'ils vont réussir à européaniser l'OTAN. Force est de constater que ce n'est pas le cas, c'est un échec. On voit par la suite donc Macron qui dit dans The Economist lors d'une interview que l'OTAN est en état de mort cérébrale, ça c'est en 2019. Et il faut bien se rendre compte que depuis le conflit ukrainien a totalement revitalisé l'OTAN. Donc pour parler de monstres, hein, c'est véritablement aujourd'hui un Frankenstein fait de briques et de broc, mais qui a un appétit gargantuesque. Donc aujourd'hui j'aimerais analyser en fait ce monstre, comme mon collègue disait, d'un point de vue gaulliste. Que ferait le général de Gaulle? Comment il analyserait le monstre OTAN aujourd'hui? D'après moi, il faut le regarder sous deux angles. Donc la transformation de l'OTAN, une mue en réalité en un organisme politique, et l'asymétrie des intérêts de ses membres. Donc pour ce qui est de la mue en une organisation politique, à la base l'OTAN c'est une organisation de défense. Elle aurait dû logiquement se dissoudre après la fin de l'URSS. Pourtant elle s'est rapidement élargie pour intégrer tous les anciens États du bloc soviétique, y compris lors de la crise géorgienne. Donc ce processus d'élargissement, je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit mes collègues, mais il a été fait sans se soucier des mandats et des résolutions de l'ONU, donc notamment lors de la guerre du Kosovo. Donc c'est vraiment un moment charnière où l'OTAN a commencé à se projeter militairement sans mandat explicite de l'ONU. Et donc a commencé à agir véritablement comme une organisation politique plutôt que strictement militaire. C'est véritablement un outil dans les mains des Américains. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'article 4 du traité, il est prévu des consultations en cas de menace pour l'intégrité du territoire ou à la sécurité d'un membre. Cependant, donc depuis 2001 et l'engagement de l'OTAN en Afghanistan, les États-Unis ont largement agi de manière unilatérale, sans concertation avec ses alliés. Un exemple flagrant, c'est l'invasion de l'Irak en 2003, puisque Bush, sans consulter les autres membres de l'Alliance, a retiré des troupes d'Afghanistan pour les redéployer en Irak. Et ça, sans véritablement se concerter avec ses alliés, alors que la France avait 3500 hommes en Afghanistan. Et donc tout ça, forcément sur un mensonge massif, hein, on sait bien qu'ils ont menti 935 fois à leurs alliés, mais aussi à la communauté internationale, hein, donc sur les armes de destruction massive, mais aussi sur les liens entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Donc heureusement que nos services de renseignement ont fait le boulot, ont prévenu le président Chirac que c'était des mensonges. Donc c'est tout l'honneur de la France de ne pas avoir participé à cette guerre, ce qui s'est avéré en réalité une opération coloniale moderne. Autre exemple de décision unilatérale des États-Unis, c'est au moment où ils ont retiré les troupes d'Afghanistan en 2021.
la décision de Biden, on se rappelle, excusez-moi, le bordel que ça a été, on se rappelle des images, ils ont oublié des membres des services de renseignement sur place, etc. C'était vraiment de la folie. Donc la France aurait dû en réalité saisir cette opportunité à ce moment-là pour réévaluer son rôle au sein de l'OTAN, mais ce n'a pas été fait. Et l'unilatéralisme a continué. Alors aujourd'hui, l'OTAN va bien au-delà de son mandat initial de défense collective et il se trouve influencé par les intérêts américains, mais aussi par les débats internes à la société américaine. L'article 2 du traité de l'OTAN incite les membres de l'Alliance à promouvoir une coopération politique, économique et sociale. Donc, bien qu'il ne soit pas obligatoire, ce texte, l'article 2, ça peut être vu comme une forme de pression. On sait que les États-Unis aiment bien avancer leurs pions de diverses manières. On pense à l'extraterritorialité de son droit, mais ça passe aussi par du soft power de ce type, donc harmoniser les politiques internes avec les standards américains. Sous cette pression, il y a des éléments de politique sociale américaine qui sont poussés, comme la culture woke. Donc ça a commencé à infiltrer les rangs de l'OTAN. Donc le wokisme, les programmes appelés Diversity, Equity and Inclusion sont largement mis en œuvre au sein de l'armée américaine. Et ça a commencé à affecter les conditions et la qualité des recrutements. Donc il y a de nombreux vétérans américains qui dénoncent la priorité donnée à la diversité, à la sexualité, au détriment de valeurs traditionnelles comme la discipline, l'honneur, la méritocratie. Donc ça a commencé à pénétrer l'OTAN, comme en témoigne la publication d'un manuel sur le langage inclusif en matière de genre, que je tiens ici. Voilà. Et donc les adversaires de l'Alliance, notamment la Russie, s'en délectent parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des spots télé de l'armée russe qui sont assez drôles à voir, où ils se moquent clairement du wokisme au sein de l'armée américaine et de l'OTAN. Et il y a aussi donc récemment le chef de la République de Tchétchénie qui se moquait de l'amiral Rachel Levine, qui était une femme transgenre. Donc forcément les Russes s'en délectent. Et en réalité, en mettant ces questions en avant plutôt que l'excellence militaire, l'OTAN perd en crédibilité sur la scène internationale, déjà affaiblie par le conflit ukrainien. On va reprendre sur le conflit ukrainien. C'est d'ailleurs, à mon humble avis, le plus grand désaveu de l'OTAN. Même si l'OTAN n'a pas déployé de troupes directement, comme disaient mes collègues, il y a eu des forces spéciales sur place, des officiers, des formateurs, et ça depuis 2014. C'était bien préparé. C'est une guerre par procuration, bien sûr. Et donc l'Ukraine est donc formée, armée, financée par les États-Unis. Et cependant, malgré tout, il est clair que l'Ukraine ne peut pas gagner. C'est une guerre perdue d'avance, on ne va pas se mentir. C'est simplement un proxy. Lors du débat de mardi Trump-Harris, il a été demandé au président Trump s'il voulait que l'Ukraine batte la Russie. Il est resté très calme et pragmatique. Il a dit « Je veux régler le conflit par la négociation, que la paix arrive au plus tôt ». Il sait très bien que ce n'est pas possible que l'Ukraine gagne. Et il ne veut pas attendre l'investiture, il veut qu'au lendemain des élections, négocier la paix. Donc il reste plutôt pragmatique. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Les néocons américains, que ce soit du côté démocrate et républicain, parce qu'il y en a aussi du côté républicain, il faut qu'ils se disent on ne peut pas être sur tous les fronts, stop, mais ça n'a pas l'air d'arriver. Il faudrait espérer en fait un changement de pouvoir à Washington, parce que Trump a toujours été très critique de l'OTAN. Il dénonçait les faibles contributions des pays européens à la défense, en soulignant que l'OTAN reposait principalement sur les ressources américaines, ce qui est vrai, et il a menacé plusieurs fois de sortir de l'OTAN. Même si, d'un point de vue juridique, constitutionnel, il ne pourrait pas le faire, puisqu'il y a une loi qui est passée, il aurait besoin de l'accord du Congrès. Donc, beaucoup de discussions pour rien. Il faut quand même espérer un changement de pouvoir à Washington, mais ça ne garantirait pas une transformation radicale de la politique américaine vis-à-vis de l'OTAN. Mais il devient urgent pour nous de trouver une solution durable. Donc, on voit la promesse qui est faite
à l'Ukraine, qui avait été faite à l'Ukraine d'intégrer l'OTAN, qui n'arrivera jamais. Aujourd'hui, on promet l'intégration de l'Union européenne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de ce fait, c'est une protection indirecte de l'OTAN. Pourquoi? Parce que même si il ne bénéficierait pas de l'article 5 avec la protection collective, le fait d'entrer dans l'Union européenne, et via l'article 42.7 du TUE, du traité de l'Union européenne, cet article prévoit que les membres de l'Union européenne, également membres de l'OTAN, doivent porter assistance en cas de menace à la sécurité d'un autre membre. Donc indirectement, ça reviendrait à une protection de l'OTAN. Il faut savoir ça. Donc, et ce n'est pas forcément dans notre intérêt. Je pense que l'Ukraine n'entrera pas tout de suite dans l'Union européenne, peut-être jamais, parce qu'il va y avoir des dissensions. Et donc ça revient donc à l'asymétrie des intérêts. En réalité, l'Europe et plus particulièrement la France est otage de la stratégie américaine qui ne lui profite pas. Donc récemment, je crois que c'était il y a 2 jours exactement, Anthony Blinken est venu en Pologne en annonçant une nouvelle aide de 717 millions d'euros à l'Ukraine, et son homologue polonais a parlé de la levée de la possibilité d'utiliser les armes de longue portée. Poutine a bien dit que pour lui, l'utilisation de ces armes serait donc une entrée en guerre de l'OTAN, de l'Union européenne contre la Russie. Donc on a vu l'opposition polonaise tout de suite monter au créneau et dire non, non, nous on ne veut pas ça, aucun Polonais ne doit mourir pour votre guerre, en parlant aux Américains. Et je pense que la France doit tenir ce même discours. Cette neutralité de l'Ukraine, elle doit revenir, c'est la sécurité de l'Europe et de la France qui est en jeu. Donc c'est l'intérêt de l'Ukraine, de la France, mais ce n'est pas celui des États-Unis, qui, d'après moi, sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, peut-être même jusqu'au dernier Européen. Donc, mais dès le début de l'agression russe, Joe Biden a donné des consignes claires, c'est soutenir l'Ukraine, mais sans provoquer directement la Russie. Donc, c'est « We give Ukraine enough to survive, but not enough to win ». Pour les États-Unis, en fait, l'objectif n'est pas de vaincre militairement la Russie, mais plutôt de créer un fossé durable entre l'Europe et la Russie pour consolider sa position hégémonique. C'est une stratégie en fait, qui s'inscrit dans la continuité des théories de Brzezinski, décrit dans son ouvrage Le Grand Échiquier, publié en 1997, où il expliquait en fait, que la domination américaine passait par la fragmentation des alliances potentielles entre Europe et Russie. Donc, on voit que les États-Unis défendent clairement leurs intérêts, mais est-ce le cas des Européens? Il faut se demander, on voit bien qu'aucun pays européen ne va au bout de son intérêt, mais est-ce que c'est de la naïveté ou est-ce que c'est de la complicité? On voit qu'il y a un autre membre de l'OTAN que connaît bien Jacques Cheminade, la Turquie, qui adopte une posture bien différente en plaçant avant tout ses intérêts au centre de ses actions. Donc en 2023, ils ont fait la demande officielle de rentrer dans les BRICS. Ça pourrait bouleverser les relations avec l'OTAN et créer des nouvelles tensions avec les États-Unis, mais ils y vont quand même. Par le passé, ils avaient acheté des systèmes de défense antimissiles à la Russie, soutenu l'Azerbaïdjan dans le conflit avec l'Arménie au Karabakh, et donc tout ça en contre-courant des positions de ses partenaires occidentaux. Donc elle mène son propre agenda, la Turquie. Donc on voit que c'est possible, en étant dans l'OTAN, de mener des actions dans ses propres intérêts. Donc la France, ça me fait mal de le dire, mais devrait s'inspirer du pragmatisme turc et retrouver sa souveraineté en remettant au centre la doctrine gaullienne. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'article 13 du traité de l'OTAN donne la possibilité aux membres de sortir avec une notification officielle et un préavis de 1 an. Donc on pourrait très bien le faire. Il y a un précédent historique, c'est le général de Gaulle qui sort en 1966 sans consultation parlementaire. Bon, je pense que là, vu qu'on voudrait une sortie totale, il faudrait quand même une consultation parlementaire pour voilà, avoir l'assentiment démocratique, mais c'est tout à fait possible. Et c'est vrai qu'on peut forcer les choses. C'est Pompidou qui, au lendemain de la sortie du commandement intégré, avait défendu de Gaulle. Alors je cite, « Engager une négociation n'aurait conduit qu'à
d'interminables conversations avec la certitude de ne pas aboutir. Mieux vaut prendre les décisions qui s'imposent et en négocier ensuite calmement et positivement les modalités et conséquences. Donc cette vision reste pour moi pertinente, plus que jamais, et je pense qu'aujourd'hui le général de Gaulle prendrait la décision, dans cette situation bien particulière, de sortir de l'OTAN. Et donc, j'espère que les politiques français embrasseront cette vision avec courage et détermination. Je vous remercie. Merci beaucoup Brice Amar. Alors il reste 10 petites minutes avant la fin de cette table ronde. Je voudrais vous poser quelques questions, commencer par Jacques Cheminade. Bien entendu, si, indépendamment de ma question, vous voulez réagir à l'un ou l'autre des intervenants, vous pouvez également. Et notamment, lors de votre intervention, vous avez parlé des BRICS, d'un nouveau modèle de sécurité mondiale qu'il faudrait établir. Et justement, donc, quelle alternative peut-on imaginer en dehors de l'OTAN? Et j'allais dire, en évitant l'écueil pour la France de passer d'une suggestion à une autre. Alors, ce qui est passionnant dans les BRICS, c'est l'entreprise de dédollarisation. C'est-à-dire qu'ils veulent sortir d'un système financier qui est dominé par un dollar qui n'est même plus la monnaie américaine, c'est la monnaie des marchés financiers internationaux. Donc, Serge Glaziev, que je connais bien, qui dirige cette mission dans l'Union économique eurasiatique, avec Li Hui, un Chinois, pense à ce nouveau système. Donc il faut toucher au fond et au cœur de l'oligarchie qui tient ce système. L'OTAN est le défenseur de ce système, et le défenseur évidemment d'un États-Unis qui ont fait allégeance absolue à ce système et qui ont l'illusion de le représenter. Ce système, il faut bien le voir, est au point de s'effondrer. Il y a une crise financière de cette oligarchie qui a émis de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, sans être capable d'amener de la production, de la recherche, du développement, de l'agriculture, de l'industrie. Donc on est arrivé à un point où ce système ne tient plus. Et quand un système de ce type ne tient plus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la guerre. Et ce système, c'est celui de l'OTAN, associé à cette oligarchie financière qu'il a promue. Donc on en est là. Je pense qu'il y a une chose à voir d'abord en Europe. C'est notre allégeance absolue. Il y a à Bruxelles une formation de futurs diplomates européens qui tiennent leur réunion dans une salle qui s'appelle Madeleine Albright. En Europe, on parle anglais, ce qu'aucun pays européen, l'Union européenne, ne parle. Donc il y a toute cette allégeance. Et il y a aussi une allégeance de questions dont on ne veut pas parler. Mon ami Lyndon LaRouche aux États-Unis s'est battu contre ce système, comme se sont battus les gens à leur façon, chacun avec leur idée. Martin Luther King, Malcolm X, John Kennedy et Robert Kennedy, tous assassinés. Donc il y a un combat, et je crois qu'il faut avoir le courage en Europe, et surtout en France, parce que nous avons l'exemple historique du général de Gaulle. Nous avons cette nécessité, cette volonté, cet engagement de nous battre pour ce nouvel ordre qui se dessine. Alors je ne veux pas dire que ce nouvel ordre soit parfait. D'ailleurs la Chine parle de coexistence sans uniformisation. Et elle ne cherche pas à convertir les autres à son système. La Russie non plus. Ils cherchent simplement un ordre mondial de sécurité et de développement économique mutuel. La lutte contre l'oligarchie, c'est assurer un développement économique mutuel. Ils cherchent à aboutir, à aller dans cette direction. Et sortir de l'OTAN pour la France serait un signe, mais je pense que demander l'abolition de l'OTAN, qu'on en finisse, qu'elle soit effacée, elle n'a plus aucune raison d'être, et qu'à ce moment-là, on apparaisse comme celui qui est, au sein des pays occidentaux, la voie de la raison. Et je pense qu'aux États-Unis, il y a eu des gens qui ont, à certains moments de leur histoire, j'ai mentionné les 4 d'aujourd'hui, mais même John Quincy Adams, à un certain moment, a dit « Nous perdons notre raison d'être en tant qu'État si nous poursuivons toute notre vie des monstres à l'étranger. » Et je pense que nous avons aujourd'hui des amis aux États-Unis, je voulais vous en parler, je me permets de vous en parler, José Vega et Diane Serre, qui se battent. Alors, j'appellerai dans le ventre de la bête, si vous me permettez, qui se battent pour
ce nouvel ordre mondial et qui disent les États-Unis sont un pays occupé par leurs services de renseignement, par leur oligarchie financière. Et vous savez, il y a une date très importante, le 17 janvier 1961. Ce 17 janvier 1961, je conclurai avec ça, Eisenhower dénonce le complexe militaro-industriel. Bon, il n'est pas militaro-industriel aujourd'hui, il est militaro-industriel, financier, de renseignement, universitaire, il est partout. Mais cette même date, ce 17 janvier 1961, on voit Kennedy terrorisé lorsqu'au téléphone il apprend l'assassinat de Lumumba. Pourquoi? C'est la même date, hein, parce qu'il sait que ses services de renseignement, et ce qu'on appelle aujourd'hui à tort l'État profond, moi j'appelle ça l'État anglo-américain de l'oligarchie, a pu assassiner un chef d'État étranger sans que le président rentrant connaisse leur opération. Et je crois qu'il ne la connaissait pas. Donc ça vous définit les États-Unis comme un pays où il n'y a plus de démocratie, où il y a, au nom de la démocratie, la responsabilité de protéger, comme ils disent, les intérêts de l'oligarchie. Effectivement, on voit qu'aux États-Unis, ce qui peut apparaître un peu paradoxal, c'est qu'un patriote américain comme Donald Trump est un adversaire de l'OTAN. En tout cas, pour le peu d'adversaires qu'il y a aux États-Unis, il en fait partie. Et comment d'ailleurs on peut expliquer que Donald Trump, qui est un patriote, alors qu'on vient de dire que l'OTAN servait les intérêts américains, il soit à ce point hostile, au-delà des arguments sur le coût pour le contribuable américain. Eh bien, on en vient à cette question de l'État profond, dont vous venez de contester le terme, mais qui est néanmoins une notion utilisée aux États-Unis, Deep State, utilisée par Donald Trump lui-même. Et en fait, Donald Trump étant un adversaire de l'État profond, il se retrouve logiquement un adversaire de l'OTAN. Et donc, ça nous amène à cette question sur les dissensions, aussi bien internes à la politique américaine que les dissensions au sein de l'OTAN qui existent. Peut-être, Nicolas Markovic, pouvez-vous nous parler un peu de ce point ? Oui, merci beaucoup. Les États-Unis n'ont jamais été autant divisés. Ce qui a fait leur force dans le passé, c'est qu'ils ont réussi, malgré les mensonges, on va dire, à réunir l'ensemble des Américains derrière un projet. Il y a un courant isolationniste américain très profond qu'incarne aujourd'hui Trump. Beaucoup d'Américains ne veulent pas de ces guerres. Beaucoup d'Américains comprennent ce que leur État est en train de faire à l'étranger et ils sont contre. Mais les États-Unis, dans le passé, ont réussi avec ces mensonges, à dire, voilà, à convaincre le reste des Américains qu'il fallait intervenir. Les États-Unis aujourd'hui sont faibles, comme on l'a dit pendant ces dernières heures, de plus en plus affaiblis sur la scène internationale, parce que contrairement au début des années 90, au début des années 2000, ils ont des rivaux qui ont les capacités technologiques, financières, des accès aux ressources naturelles leur permettant de développer leurs propres économies sans l'aide du FMI, sans l'aide de la Banque mondiale, sans le dollar, c'est extrêmement important. Donc ils sont affaiblis au niveau international et ils sont affaiblis sur la politique intérieure. Emmanuel Todd disait qu'avant, les États-Unis, ils avaient, avant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient la force du protestantisme, en tout cas des valeurs en commun. Ils avaient les valeurs et la foi. Après la guerre, ils ont perdu la foi, ils ont gardé les valeurs, et aujourd'hui, ils sont au stade zéro du protestantisme. On pourrait dire quasiment la même chose pour la France avec les catholicismes. Donc il n'y a plus rien qui relie les États-Unis, il n'y a plus de société. Il n'y a plus cette défense du bien commun, il y a une élite oligarchique financière, et il y a le reste de la population. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette division entre Américains est quelque chose de bénéfique pour nous. Alors il ne faudrait peut-être pas que les États-Unis s'écroulent du jour au lendemain parce qu'on est tellement liés aux États-Unis que ça nous entraînerait dans la chute. Mais en effet, il faut compter. C'est Hugo Chavez qui disait à l'ONU que c'est peut-être les Américains eux-mêmes qui vont nous libérer des États-Unis parce que au sein même de cette population, eh bien, il va falloir repenser les États-Unis, il va falloir repenser les relations internationales dans un nouvel ordre basé sur la paix, sur la coopération, sans cette vision hégémonique américaine et qui a fait déjà tant de mal sur la planète. Eh bien, merci Nicolas, et ta réponse fera office de conclusion pour cette table ronde. Et d'ailleurs, il est marrant de voir que l'OTAN pourrait tomber par les États-Unis, comme l'Union européenne pourrait tomber par l'État qui aujourd'hui en profite le plus, l'Allemagne, ainsi que l'euro. Et finalement, on ne peut que regretter que la France ne soit pas plus à l'initiative lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts. Et elle pourrait être beaucoup plus active pour détruire ces organisations qui nuisent finalement au bon ordre mondial. Alors, merci à tous pour cette participation à cette table ronde. Mesdames et messieurs, je vous invite en fait à rester...
Oui, alors je vous en prie, Jacques Cheminade, un dernier mot et ensuite je vous dirai un mot de la suite du Il y programme. a quelqu'un qui s'appelle Wang Huning, qui est le principal conseiller de Xi Jinping en Chine, qui a vécu longtemps aux États-Unis et qui a écrit un ouvrage très intéressant de leur point de vue, qui s'appelle L'Amérique contre l'Amérique. Et je pense que ce serait très intéressant que ce soit connu en France ou tout ça est bloqué. Oui, bah voilà, les mêmes idées partout dans le monde. Ça donne de l'espoir. Et donc, pour la suite du programme, à 11h va démarrer la conférence d'Idriss Aberkane, qui va être diffusée en direct ici. Donc en présentiel, c'est dans l'autre salle, mais je pense qu'elle est largement pleine. Donc je vous invite à rester ici, elle sera diffusée en direct. Et j'invite nos amis, s'ils en sont d'accord, à signer, puisque ce sont les assises de la souveraineté sous l'égide du rassemblement, cette déclaration d'intention qui appelle au rassemblement de tous les souverainistes dans l'intérêt de la France. Merci à tous.